Bonjour à toutes et à tous. Je suis encore vraiment désolé de ne pas être parmi vous. J'ai un engagement à l'international m'a obligé de quitter ce matin très tôt le territoire national. J'espère que ma contribution, même virtuellement ou à distance en tout cas, pourra donner un élément de réflexion supplémentaire sur ces questions qui concernent la protection des données par les institutions ou par le secteur financier en Tunisie. Le secteur financier en Tunisie, comme partout dans le monde, collecte et traite un nombre très important de données. Je dirais que ces données sont principalement, pour ne pas dire en totalité, des données personnelles, puisque toute information qui permet d'identifier une personne physique de manière directe ou indirecte, c'est la loi tunisienne et toutes les lois nationales de protection des données qui définissent les données personnelles de cette façon. Donc une grande masse de données sont traitées par le secteur financier sur le territoire ou sur le marché tunisien. Ces données personnelles ont un impact important sur la vie privée des individus. Et c'est je dirais, une matière première qui est incontournable pour ces institutions, à commencer d'ailleurs par la Banque centrale de Tunisie, que j'inclus dans le secteur financier bien sûr, et qui soumet ces institutions à des obligations en matière de protection des données. Le secteur financier a dans ce domaine-là, je pense, trois impératifs importants. J'essaierai très rapidement de passer dessus. Le premier impératif, c'est de garder la confiance des clients dans ce secteur, dans son vis-à-vis, qui est l'institution financière qui garde son argent, qui garde ses avoirs, mais qui garde aussi de la même façon, et je dirais de manière très proche, les données personnelles qu'il concerne. La confiance avec les clients, les opérateurs, permettra de développer l'activité et de maintenir cette relation qui permettra aussi d'avoir une activité beaucoup plus efficace et des institutions plus réactives. Le deuxième impératif, c'est que les institutions financières, à travers cette collecte et ce traitement des données personnelles, va avoir la possibilité de prendre des décisions très rapidement, mais de manière efficace et cibler ces décisions concernant les personnes. C'est comme ça qu'on pourra savoir si tel ou tel client pourra bénéficier de tel ou tel avantage. Et donc c'est grâce à cette masse d'informations que cela est possible. Aujourd'hui, les institutions recourent bien sûr de plus en plus, très vite dit en passant, à des applications d'intelligence artificielle dans ce domaine-là, qui sont alimentées par principalement des données personnelles. Troisièmement, les institutions financières aussi ont un autre impératif. Elles jouent un rôle très important de lanceur d'alerte. C'est à travers le traitement des données personnelles que l'on pourra savoir si il y a des opérations, excusez-moi le terme, louches, s'il y a des opérations de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme. Et c'est de cette façon-là qu'elle pourra bien sûr contacter et relever cela vers les autorités de contrôle et de régulation. Donc des impératifs très importants en relation avec le traitement des données personnelles. Mais les institutions financières sont obligées de traiter les données personnelles de leurs clients en respectant des obligations fondamentales. Celle-ci se base sur trois principes très importants qui ont été inclus dans l'article 1er de la loi de 2004 tunisienne et qu'on retrouve dans l'article 1er. Cet article 1er dit que les traitements des données ne peuvent se faire que dans le cadre de la transparence, de la loyauté et du respect de la dignité humaine. Je vais là aussi passer très rapidement en revue ces trois principes fondamentaux qu'il faut garder à l'esprit dans les développements de ce que sont tenues de faire en tout cas les institutions financières dans ce domaine-là. La transparence impose aux opérateurs d'informer la personne concernée au moment de l'établissement de la relation qu'il va y avoir entre eux. Généralement, les personnes passent des dizaines d'années, si ce n'est plus, donc avec un même banquier, avec une même structure financière. Et donc, cette transparence est le premier élément qui permettra d'assurer cette relation de confiance. La transparence oblige les opérateurs du secteur, au moment de l'établissement de la relation, à informer ce client de
d'une masse d'informations, en tout cas, ou d'éléments, qui sont d'ailleurs, qu'on retrouve dans la loi tunisienne sur la protection des données. Cette masse d'informations porte sur l'identité du responsable de traitement, donc qui est le banquier qui est en face, qui est la structure financière qui est en face, son adresse, etc., etc. La finalité du traitement, le pourquoi du traitement de ces données, quelles sont ces données qui vont être traitées et collectées, est-ce que la personne concernée va être obligée de donner ces informations ou pas, et si elle ne le fait pas, quelles vont être les conséquences pour lui. Est-ce qu'il va y avoir l'introduction d'autres intervenants dans cette opération de traitement, des sous-traitants, des tiers parfois, bien sûr, avec qui on va communiquer ces données? Quelles sont les mesures de sécurisation de ces données qui vont être mises en place par ce responsable de traitement, donc par les banques, entre autres? Et par la suite, la durée de conservation de ces données, les droits de ces personnes, leurs droits d'accès, leurs droits d'opposition, leurs droits de rectification des données erronées, et aussi, éventuellement, vers quel pays ces données vont être transférées. Tout cela doit être porté dans un formulaire, dans un contrat. Il reste, bien sûr, à identifier le support de tout cela, mais on doit trouver quelque part toutes ces informations mises à la disposition des personnes concernées. Deuxième principe, la loyauté. L'opération ou la relation, en tout cas, doit être basée sur la loyauté. C'est-à-dire si un responsable de traitement, donc un banquier, vient dire à son client « je vais prendre toutes ces informations-là pour que je puisse assurer ces services dont vous pourrez profiter ». Il ne peut pas, une année après, ou 10 ans après, ou 20 ans après, sans en avoir informé la personne concernée et avoir eu son consentement, changer de finalité, élargir la finalité, se dire « tiens, j'ai des informations, pourquoi je ne pourrais pas les utiliser pour telle ou telle autre finalité, tel ou tel autre but, mais dont je n'ai pas informé la personne concernée ». C'est interdit, parce que ça touche à la loyauté. Cet élément est très très important. Et on le verra par la suite, a des répercussions sur ce que va pouvoir faire ou ne pas faire un responsable de traitement, donc une institution financière. Enfin, en troisième lieu, la dignité humaine et son respect. Pourquoi respecter la dignité humaine? Quelle relation y a-t-il entre le respect de la dignité humaine et la protection des données personnelles? Parce que tout simplement, tous les protecteurs des données dans le monde se sont accordés sur cela. Les données personnelles ne sont pas la propriété de la personne. Les données personnelles sont la personne. Les données personnelles, c'est comme, je dirais, pour un être humain, c'est comme son rein. On ne peut pas le distinguer de l'être humain. Et d'ailleurs, il a, comme sur les données personnelles et son rein, des droits inaliénables dessus. C'est pour cela, par exemple, que la personne humaine ne peut pas vendre son rein. Eh bien, elle ne peut pas vendre aussi la personne, ses données personnelles, parce que ce serait vendre une partie d'elle-même. Et parce que on doit respecter la personne humaine dans sa dignité, on doit ne pas faire ce qu'on veut de ces données personnelles, parce que ce serait faire n'importe quoi de la personne elle-même, mais c'est aussi quelque chose de très très important, parce que ces données personnelles, si on se retrouve dans une situation où elles seraient sur le marché et auraient une valeur, il y aurait une position déséquilibrée entre des individus et des institutions aussi importantes que vous, qui amèneraient les personnes à se détacher de leurs données personnelles pour des quelques centimes, c'est le cas aux États-Unis, ou de quelques euros ou de quelques dinars tunisiens, ce qui porterait atteinte à la dignité de l'être humain. Les données personnelles doivent être traitées en gardant à l'esprit qu'on traite des données relatives à une personne. Ce ne sont pas des dossiers, ce ne sont pas des chiffres, c'est un être humain derrière, avec tout ce que cela implique bien sûr. Ce sont les trois principes qu'il faut garder à l'esprit, qui sont dans la loi, qui sont fondateurs de la protection des données. La transparence, on ne fait rien en cachette. Loyauté, on se tient à notre accord. Et troisièmement, respecter la dignité de l'être humain. Comment est-ce que les opérateurs ou les intervenants dans le secteur financier vont pouvoir assurer cette protection des données? La Convention 108
je me retrouve à en parler avant la loi nationale, puisque ça a été ratifié en 2017, et donc d'après notre Constitution, elle a une force supérieure à la loi nationale. La Convention 108 du Conseil de l'Europe et le texte national, qui est la loi organique numéro 63 de l'année 2004, vont mettre en place un régime de protection. Un régime de protection, je le dis tout le temps, qui est basé sur deux éléments importants. Des obligations à votre charge, vous, des responsables de traitement, et des droits dont bénéficient les personnes concernées. Premièrement, les obligations. Il y en a un nombre sur lesquels je reviendrai en tout cas de manière très rapide pour ne pas prendre trop de temps. Premièrement, aucun responsable de traitement ou sous-traitant ne peut traiter les données personnelles s'il ne tient pas un registre des traitements. C'est nouveau peut-être pour vous. C'est une question que j'ai posée à des banquiers en Tunisie. Rares sont les banquiers, pour ne pas dire presque aucun, ne tient un registre des traitements. Il a des données personnelles qu'il traite, comme tous les banquiers. Mais est-ce qu'il a un registre où il y a, par finalité, par but de traitement, quelles sont les données qui sont traitées? Dans quels services elles sont utilisées? Pour combien de temps? Où est-ce qu'elles sont hébergées? Comment est-ce qu'on les sécurise? À qui elles sont communiquées? Etc. etc. Toutes ces informations-là doivent être réalisées ou doivent être transcrites dans un registre. Le registre est très important. C'est une opération très technique, je l'avoue. C'est une opération qui ne peut pas être réalisée par n'importe qui. C'est pour cela qu'on a appelé à la nomination, même si la loi ne le prescrit pas, un vis-à-vis de l'instance chargée de la protection des données personnelles qui se chargera de réaliser ce registre des traitements. Ce registre permettra d'avoir une gouvernance data beaucoup plus intelligente, beaucoup plus efficace et moins coûteuse de la donnée, et qui vous assurera moins de responsabilité dans le traitement. Donc, et ce registre sera à la disposition de l'instance qui pourra l'utiliser dans des opérations qui sont nécessaires, les opérations de contrôle. Deuxième obligation. Deuxième obligation, c'est effectivement de réaliser cette cartographie qui permettra de déterminer pour chaque finalité quelles sont les données qui sont traitées et pour quel but. Et une fois qu'on aura fait la cartographie, on saura qu'il y a, et c'est ça la deuxième obligation, des procédures préalables à réaliser auprès de l'instance. Le SMIC des opérations à réaliser ou des procédures à réaliser auprès de l'instance, c'est la déclaration. Pour chaque finalité, il faut qu'il y ait une déclaration. Si les données sont anodines, normales, on se contentera de cela. Mais si le banquier, si l'institution financière touche à des données sensibles, il faudra qu'en plus, elle fasse une demande d'autorisation auprès de l'instance. Ceci, on le saura quand on aura fait la cartographie. Et donc, ce qu'on a fait depuis 2015, pousser les banques, je parle de 2015, c'est-à-dire à mon arrivée à l'instance, mais l'instance le faisait bien avant. Mais en tout cas, on poussait les banques et tous les responsables de traitement en Tunisie à réaliser les opérations et les procédures auprès de l'instance. On a remarqué qu'on est tombé dans en quelque sorte, un formalisme beaucoup plus qu'autre chose. On fait une déclaration sur l'honneur, on remplit comme ça un formulaire et vous obtenez une autorisation ou une déclaration, donc dans tous les cas une décision de traitement. Mais ces opérations-là, il s'est avéré après 6 années d'expérience qu'elles ne collent pas à la réalité des traitements qui sont réalisés au sein des institutions financières. C'est pour cette raison qu'il faut commencer par faire la cartographie. Une fois qu'on a fait la cartographie, on détermine quels sont les traitements et par la suite préparer un dossier à présenter à l'instance avec tous les éléments d'information qui lui permettent de savoir quelles sont ces opérations. Aucun traitement, troisième obligation, ne peut être réalisé sans le consentement de la personne concernée. Un consentement éclairé, basé sur l'information dont on parlait tout à l'heure. Une information suffisante pour qu'il puisse prendre sa décision et consentir. L'obligation d'avoir un consentement libre, express,
univoque, eh bien, est une règle générale qui ne souffre que de deux exceptions. Soit la loi oblige au traitement des données. Dans ce cas-là, on informe le client que la loi l'y oblige, mais on ne demande pas à ce qu'il y consente. Ou alors, ça découle d'un engagement contractuel de la personne. Et dans ce cas-là aussi, on l'informe qu'il a accepté dans le contrat ceci ou cela. Dans tous les autres cas, sans aucune exception, il faut que le consentement soit là. Et il faut que le consentement laisse une trace écrite. C'est pour cela que les contrats, que les formulaires de consentement doivent être bien élaborés et ne pas être utilisés comme étant une simple formalité. C'est très important parce que ceci aussi engage la responsabilité de l'institution financière par la suite. Le responsable de traitement, je ne reviendrai pas beaucoup dessus, quatrième obligation, est obligé de respecter tout le long du traitement de ces données-là la finalité qui a été arrêtée au début et qui a permis de consentir au traitement. Cinquième obligation, très importante. Le responsable de traitement doit prendre toutes les mesures organisationnelles et opérationnelles pour assurer la sécurité des données personnelles de leurs clients. Quand vous gardez l'argent de votre client, vous en êtes responsable, vous ne pouvez pas lui dire j'ai été braqué. Vous lui donnez son argent même s'il y a des personnes qui ont volé cet argent-là. Les données personnelles, c'est la même chose. Il faut en garantir la pérennisation, il faut en garantir la sécurité, il faut que personne ne puisse les consulter, ne puisse les voler, ne puisse les modifier, sans autorisation bien sûr de votre part. Et il faut garder une traçabilité de tout cela. Ceci nous oblige à avoir des politiques de confidentialité en interne, à faire des formations pour notre personnel, à sensibiliser sur la question. Mais aussi, il faut faire, et j'insiste là-dessus, parce que je sais que ce n'est pas systématiquement fait. Il faut respecter une obligation qui est venue dans une autre loi, qui a précédé la loi sur la protection des données, qui est de la même année, de 2004, mais qui est la loi numéro 5 sur la sécurité des systèmes d'information. La sécurité informatique oblige à ce qu'il y ait un audit de sécurité annuel. C'est exagéré, je le sais. Des systèmes d'information. Des systèmes d'information, des sites web, des applications de téléphonie. Chaque fois qu'il y a des données personnelles qui sont traitées dans ces systèmes-là, il faut qu'il y ait un audit externe par des auditeurs agréés. Enfin, dernière obligation, quand il y a un flux des données, quand les données sortent de chez vous et vont vers un sous-traitant, vers un tiers, parfois c'est possible, eh bien, ou alors à l'étranger, il faut qu'il y ait des précautions. L'article 47 de la loi, en tout cas, le dit. Il est interdit de communiquer les données à des tiers sans le consentement préalable de la personne concernée. Mais si vous transférez les données à l'étranger, il faudrait qu'il y ait une autorisation de l'instance qui, au vu du niveau de protection dans le pays destinataire, donnera ou donnera pas cette autorisation de transfert des données. Ce sont là les obligations. Le régime général de protection a un autre aspect. Ce sont les droits des personnes qui doivent être concernées, qui sont concernées, qui doivent être respectés. Ces droits, je essaie de les synthétiser en trois, très rapidement. Premièrement, et c'est un droit fondamental. Vous ne pouvez pas vous imaginer l'importance de ce droit dans la protection du donné, dans le respect de la dignité de l'être humain. Vous gardez une partie de la personne chez vous, qui sont ces données. Eh bien, le premier droit, c'est le droit d'accès. Le droit d'accès, pas le droit d'accès à l'information, c'est le droit d'accès aux données personnelles. Moi, client d'une banque, j'ai le droit à n'importe quel moment de venir demander à consulter ou à avoir une copie de tout mon dossier qui est là-bas, chez la banque. Moi, j'ai commencé à avoir des relations avec une banque en 1987. Je pourrais demander l'historique, en tout cas celui qui est gardé dans les systèmes d'information et peut-être dans les archives. Alors certains banquiers ont l'habitude de en tout cas demander une rémunération à cela. C'est une violation de la loi. C'est mon droit de pouvoir consulter mes données qui sont chez vous. Donc normalement, je n'ai pas à payer pour pouvoir l'avoir. Le droit d'accès est un droit très très important, j'insiste dessus. Il n'y a pas encore une culture développée chez les citoyens. Le jour où cette culture se retrouvera bien installée, ça fera très mal.
Deuxième droit, c'est le droit de s'opposer. S'il n'y a pas une loi ou des obligations contractuelles qui m'obligent donc à me soumettre au traitement, je peux à n'importe quel moment m'opposer au traitement. J'ai le droit de rectifier mes données qui s'avèrent erronées et j'ai le droit de demander la suppression de mes données qui ne sont pas en relation ou qui ne répondent pas à la finalité qui a été fixée. Ces éléments-là sont aussi très très importants. Troisième droit, un nouveau droit, c'est vrai. Mais c'est un droit très très important parce que si on considère que le traitement est fonction de la finalité, si la finalité est réalisée, pourquoi gardez-vous mes données? C'est le droit à l'oubli. Moi, je poserai la question à un banquier, à vous, banquier qui êtes en face. Est-ce que vous avez un document en interne qui détermine quelle est la durée où vous gardez, en tout cas suivant laquelle vous gardez les données personnelles de vos clients? Ça m'étonnerait. Pourtant, c'est très important. Parce qu'en plus, garder les données, ça coûte de l'argent. Et je pense que vous avez un problème, en tout cas, ou un souci de rentabilité. Pourquoi garder des données qui ne servent plus à rien? C'est pour cette raison que la règle est la suivante. Chaque fois qu'il n'y a plus de finalité, ou que la finalité a été atteinte, on ne garde plus les données, sauf s'il y a une obligation légale à cela. Mais dans tous les cas, on ne jette pas une matière première qui a une valeur très très importante à la poubelle, vous pensez bien. La solution est la suivante, c'est que si la finalité est atteinte, s'il n'y a pas d'obligation légale de garder ces données-là, eh bien vous pouvez les garder sous format statistique, c'est-à-dire que vous anonymisez ces données. Vous enlevez tout ce qui peut identifier la personne et vous les gardez ad aeternum. Ça pourra servir pour vos recherches et pour vos statistiques et pour vos simulations et pour l'intelligence artificielle qui est en développement fulgurant ces derniers temps et qui a besoin d'une masse très très importante de données. Voilà, c'était tracé très rapidement un régime juridique avec les principes fondateurs, le régime juridique de la protection des données personnelles. Conclure de manière assez rapide. C'est un tour d'horizon qui a été général sur les obligations et les droits qui sont en jeu dans le domaine de la protection des données personnelles. Ce que je peux dire, c'est que le respect de ce régime de protection nationale fera de sorte que la Tunisie sera considérée comme un pays de destination des données venant de l'extérieur, en tout cas, comme étant un État protecteur suffisamment. C'est aussi une question de confiance, là aussi. Confiance entre nous et nos partenaires étrangers. Parce que si on prend l'exemple de l'espace européen, aujourd'hui soumis à un régime très strict de protection des données personnelles, qui est le Règlement général à la protection des données, connu sous l'acronyme RGPD, vos partenaires étrangers ne sont soumis à l'obligation suivante: ils ne peuvent vous transférer les données de leurs clients, protégés par le RGPD, que s'ils se sont assurés que leurs données seront protégées comme si elles étaient en France, en Espagne, en Allemagne, etc. Donc c'est un élément très important aujourd'hui. Il faut arriver à rehausser notre niveau de protection pour garder nos rapports d'échange avec nos voisins, avec notre partenaire privilégié qui est l'Europe, mais aussi avec tous les États du monde. La Tunisie, si elle a été précurseur dans la protection des données, elle a entamé cela dans la région africaine et arabe en étant le premier État à le faire en 2002 en constitutionnalisant ce droit. Eh bien, elle a eu une loi alors que l'Afrique du Sud n'en avait pas, pour donner seulement cet exemple. Quand le Sénégal ne l'avait pas, quand le Maroc ne l'avait pas, quand l'île Maurice ne l'avait pas. Pourtant, on a pris du retard à installer une réelle protection des données dans notre pays. C'est vrai qu'aussi l'instance nationale de protection des données personnelles est la doyenne des instances dans notre région. Elle a été mise en place en 2008. Pourtant, les actions et le niveau de protection n'est pas vraiment un niveau, en tout cas, auquel peut aspirer une autorité de protection en Tunisie. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais il faut premièrement rehausser le niveau de la culture. Il faut que vous, responsables de traitement, soyez responsables
vis-à-vis des obligations qui sont à votre charge, que vous soyez conscient des droits qu'il faut protéger, en gardant à l'esprit qu'il y a un retour pour cela, que vous sortirez gagnant de cela, parce qu'il y aura plus de confiance vis-à-vis des opérateurs, de vous. Et donc, vous aurez de meilleurs moyens, de meilleures opportunités et de plus de relations à l'international. Et donc, l'instance a, pendant les 6 premières années, fait des opérations très limitées en matière de protection. La preuve, c'est les statistiques qui le démontrent. Aujourd'hui, on a multiplié à partir de 2015 les dossiers qui sont reçus par l'instance par 10. Aujourd'hui, c'est vrai, on reçoit des déclarations, on reçoit des demandes d'autorisation. Elles sont au nombre de 1400 par an. C'est énorme pour une instance avec les moyens qu'elle a, qui sont très limités. Pourtant, ce n'est pas le plus important. Ce qu'on voit, c'est l'explosion du nombre de plaintes. Ce qu'on voit aussi, c'est une explosion du nombre de demandes d'avis qui viennent de plus en plus de votre part. On est très content d'y répondre. D'ailleurs, l'instance a décidé depuis un an de préparer un recueil de tous les avis qui fait à peu près 800 pages et qui sera bientôt publié, où l'instance donne ses avis sur différentes questions qui vous seront très très utiles pour vous aider à améliorer le niveau de protection. L'instance, en tout cas, a réalisé, après un bilan, que se limiter à ces opérations-là n'est pas suffisant. L'instance n'a jamais oublié que c'était une instance de protection, comme toutes les instances dans le monde similaires, mais aussi une instance de contrôle. C'est pour cela qu'elle a entamé depuis 2019 des opérations de contrôle, in situ dans un premier temps. La BIAT et la BNA l'ont subi, excusez-moi le terme, mais j'espère agréablement. Mais aussi deux sociétés donc d'assurance, la Comar et la Star. La Poste aussi et le CNI ont eu une opération de contrôle similaire. Mais on s'est rendu compte très rapidement que ça dépassait les moyens humains de l'instance. C'est pour cette raison qu'à partir de cette année, nous avons entamé à partir de juin une opération de contrôle sur dossier. Les personnes qui ont reçu ces lettres de contrôle ou de mission de contrôle se sont inquiétées, ont contacté l'instance, mais on les a réconfortés. C'est vrai, c'est une opération de contrôle sur dossier. Vous devez faire la preuve de votre conformité aux normes de protection. Et sur la base de ce que vous nous enverrez, et que beaucoup d'entre vous ont déjà envoyé, eh bien on décidera, et on prendra les décisions qui s'imposent. Mais le plus important, c'est qu'au-delà de l'opération de contrôle, c'est une opération d'accompagnement. On vous demande de nommer un vis-à-vis. On vous demande de nommer ce vis-à-vis-là de l'instance qu'on aidera à faire la cartographie des traitements qui vous manquent. Et une fois que la cartographie sera là, on pourra vous indiquer quelles sont les opérations à réaliser. Ça prendra 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est pas très important. Tous ceux qui montreront la preuve de leur bonne volonté d'aller de l'avant dans la conformité, on les accompagnera dans une logique de mission de service public. Nous serons à votre disposition. Les récalcitrants, ça sera une autre question. Merci de votre attention. À bientôt.